Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi, non décolère, de vous accueillir ce mois de novembre pour notre nouveau webinaire d'actualité mensuel. Avant que cette année ne se termine, nous en aurons un le 20 décembre et où nous regarderons un peu ce qui s'est passé cette année. Mais comme vous l'avez vécu dans ce mois de novembre, depuis notre dernier webinaire, l'actualité a été particulièrement abondante, très signifiante. Il s'est passé des choses assez essentielles sur lesquelles nous allons revenir. Je remercie infiniment les deux experts qui ont accepté d'intervenir pour challenger cette analyse ce mois-ci. Et donc, je salue Anne-Catherine Husson-Traoré, que vous connaissez en tant que qui a été des années dirigeante de Novetic et a joué un rôle important dans la pédagogie sur la finance durable, sur l'ISR, et également Thierry Philippona, que vous devez connaître aussi, puisqu'il est un des acteurs majeurs dans la structuration de cette finance durable en tant que ONG, Finance Watch, mais aussi en tant que régulateur et financier lui-même, spécialiste de ces questions. C'est un de nos meilleurs experts sur la question. Donc, nous sommes bordés pour analyser un peu cette relation entre la finance durable et la durabilité, qui m'a semblé être, après les grands événements internationaux qui ont marqué le mois, un des sujets sur lesquels nous reviendrons, c'est est-ce que la finance qui a tiré la durabilité depuis plus d'une décennie continue ou pas. Sur cette question-là, donc, je vais commencer notre analyse et je vous propose un petit fil conducteur. Le fil conducteur, je l'ai appelé le vent de face. Nous rentrons un peu de acteurs entreprises, acteurs de la société civile, acteurs publics, dans un moment géopolitique, clairement, qu'on a bien identifié maintenant depuis plusieurs mois, voire un peu plus d'un an, et qui se structure aujourd'hui de manière assez nette autour de césures, voire de ruptures, dont il est clair que la durabilité fait les frais. Bon. Alors, on va voir d'un peu plus près les conclusions du G20, G20, COP16 et la COP29, pardon, sur ces questions-là. Mais au-delà de ça, c'est vrai sur la régulation européenne, c'est vrai sur l'attitude des acteurs financiers et des acteurs industriels, probablement sur le positionnement de l'opinion également. Et donc, on voit bien que là, est-ce qu'il faut toujours continuer à vouloir transformer le monde face à la pression climatique et face aux exigences sociétales ou faut-il se sauver chacun de son côté? C'est un peu, je dirais, l'interrogation qui est derrière tout ça et on ne voit pas très bien la réorganisation des forces. Voilà, donc ce moment pagailleux dans lequel nous vivons, de remise en cause, très différent de ce qu'on a vécu même il y a 4-5 ans et qui évidemment est très orthogonal avec le grand succès de la COP 21 de Paris, mais que voulez-vous, voilà, la Terre tourne et là, il n'est pas sûr qu'elle se durabilise. Alors, j'ajoute à ça justement, c'est intéressant parce que j'ai vu passer ça dans pas mal d'études. En fait, le fameux donut qui rajoute les planchers sociaux aux limites planétaires, eh bien, il est revisité par beaucoup d'acteurs académiques, scientifiques, qui disent mais la démographie c'est aussi important, mais que l'évolution du climat, que la chute des modes de gouvernance, que la problématique des compétences, les pays faillis qui se multiplient, la, la montée des délinquances, etc. Et donc, on a une planète qui se détraque sur beaucoup d'autres éléments que simplement sous l'effet du réchauffement. Et j'en veux pour exemple une conférence remarquable, une de plus, de Jean-Marc Jancovici devant l'école de guerre, que j'ai regardé il n'y a pas longtemps, où il dit on est effectivement là dans une source de conflit assez évidente. Bon. Alors, il y a un papier très bon, vous avez peut-être vu les anecdotes dans les Échos de Pierre Charbonnier, qui est enseignant à Sciences Po sur ce sujet, sur la gouvernance climatique qui est en train de se déliter complètement. Sur la Méditerranée, il y a des inquiétudes spécifiques. Euh, bon, et puis, je reviendrai un peu plus sur le communiqué du G20. Il faut toujours lire avec beaucoup d'attention ce qui se dit entre chefs d'État et comment se compose l'équilibre final, un peu l'arbitrage des positions des uns et des autres. On ne lâche pas dans le narratif.
faut lutter contre la faim, contre la pauvreté, réformer la gouvernance globale, etc. Mais on voit bien que derrière, les décisions ne sont pas là. Avec quelques appels des grands acteurs, j'ai cité IHRV, des droits humains qui ont joué un rôle majeur et qui se plaignent aujourd'hui que ces sujets ne soient plus sur l'agenda des dirigeants. Alors, acte 1, le multilatéralisme qui a été au cœur de l'actualité de ce mois-ci, eh bien, évidemment, on le sait, il se délite. Et là, on a trois exemples des grandes conférences mondiales qui ont eu lieu, qui n'ont pas été sans résultat ici et là. Hein. Il faut garder un peu, je dirais, l'analyse plus précise de ce qui se fait, avec quand même des points. Alors, sur la biodiversité à Cali, quand même, si on n'est pas revenu sur des décisions très fortes de Montréal, les fameux 30% de terres protégées, pour autant, on a avancé sur le partage des avantages, dossier qui n'est pas du tout évident. Ça fait des années, hein, la CTB qui allait discuter la question des séquencements génétiques et autres. Bon, je ne suis pas sûr que les entreprises auxquelles on a demandé de contribuer aujourd'hui aient tout à fait compris, et c'est sûrement pas un accord stable. Mais bon, l'argent n'a pas été là, elle n'est pas là aujourd'hui sur tous ces sujets, et on va le voir. Il y a deux, trois problèmes. Je pense que là-dessus, Thierry Philippelin nous éclairera. Il y a la question de qui gère ces fonds, qui est lancinante derrière. La Banque mondiale, ici et là. Il est clair que les pays développés ne veulent pas mettre de l'argent sans assurance, sans garantie. Et par ailleurs, il y a le problème de qui paye. La Chine paye-t-elle, certains pays qui se disent émergents et qui en fait ont les moyens ne payent pas, etc. Donc on a des problématiques préalables à la simple question. On l'a vu à Bakou sur la question de la finance et de la collecte des fonds du fonds vert et autres, je pense que très clairement, c'est parce qu'on n'arrive pas à résoudre la question de la structuration, de qui paye, comment on le paye, comment on va le gérer, et qu'il y a évidemment un désaccord fondamental Nord-Sud derrière tout ça, une sorte de volonté du Sud d'obtenir de l'argent sur la base d'une discussion qui va monter, qu'on n'a pas épurée, loin de là, c'est la responsabilité historique des pays développés. Ils doivent combien pour avoir mis 2400 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Bon, ou pas. Et ces points-là, ces sous-entendus, évidemment, paralysent tout le reste. Bon, euh, on est probablement quand même en recul par rapport à Dubaï du fait de la pression des pétroliers qui a repris la main sur les processus de COP, on peut le dire d'une certaine façon. Ça a été largement dit, dénoncé. Heureusement, les Brésiliens attachent beaucoup d'importance. Ils ont joué un rôle dans le G20 en disant, allez, à Belém, à la COP30, vous allez voir ce que vous allez voir, on va relancer. Mais on va relancer dans une pression sud contre nord. Et c'est ces points-là qui conditionnent aujourd'hui un certain nombre d'avancées, à un moment où les États-Unis reculent, où l'Argentine quitte l'accord de Paris, ou ceci, cela. Enfin, vous connaissez tous les soubresauts du contexte climatique. C'est intéressant de noter que l'Arabie saoudite a joué un rôle en sous-main qui a été très largement dénoncé par la presse sur la façon dont ils veulent en fait qu'on ne dise pas qu'il faille quitter l'ère des fossiles. Donc, on voit bien que là remontent à la surface des lignes de fracture très fondamentales. Même si le G20 a garder un ordre du jour très large, à relancer tous les chantiers importants, a fait avancer la lutte contre la faim. Elle est remontée, vous le savez, depuis 2 ans pour des raisons essentiellement liées au conflit, notamment en Afrique de l'Est. Bon, ça avance pas vraiment sur la question de la fiscalité internationale, je l'ai évoqué, et donc on sauve les apparences avec des textes qui sont larges, qui sont bien intentionnés, mais on sait qu'on a devant nous des enjeux très lourds à trancher et les conditions géopolitiques ne semblent pas là. Alors, l'autre action multilatérale qui est en cours, qui ne se passe pas très bien et qui est tout aussi essentielle que les autres, c'est ce projet de traité contre les plastiques qui remonte lui aussi assez loin dans le temps avec une des décisions du G20, un appel des scientifiques qui disent attention sur la santé
et les écosystèmes. Du reste, c'est un point que tout le monde a à l'esprit quand même, mais entre ceux qui disent qu'il faut toucher à la production, ce que ne veulent pas les pays producteurs de pétrole, évidemment, et ceux qui disent mais il faut d'abord aller sur le recyclage, la collecte, etc., qui dans des pays, notamment du Sud, très touchés, n'est pas organisé et ne se fera pas aisément, voire même chez nous, du reste, nos taux de collecte sont très faibles en la matière, on est très, très, très loin. Bon, on voit les enjeux. Est-ce qu'on peut gouverner ça des Nations Unies? Comment s'y prendre? Je pense qu'il y a des réflexions derrière ces alertes et ces tentatives de conciliation qui appellent en fait les acteurs à aller beaucoup plus loin dans la réflexion du comment. En fait, bon, et dans une approche peut-être plus modeste, mais peut-être plus efficace. On voit bien que ces grandes conférences sont trop sur les principes et pas assez sur les moyens. Bon, on pourra revenir dans les questions. Alors, l'Europe, deuxième élément après le multilatéral, ça se joue chez nous. Nous sommes à un moment évidemment très crucial. On en attend beaucoup de cette situation, qu'elle ne se tombe pas plus bas dans aujourd'hui atermoiements et ses reculs. Et on l'a vu avec la nomination de la nouvelle commission. Bon, c'était intéressant le débat autour de Madame Ribera, qui est une femme très remarquable, qui néanmoins a été très discutée et derrière ça, il y avait l'importance à donner au Green Deal. Bon. Et donc, le texte qui est gênant, je pense, le plus, c'est aujourd'hui le recul sur la déforestation, qui a probablement, là aussi, dans les modalités, été mal abordé, puisqu'on s'est aperçu que pour certains pays et certaines entreprises, ça allait trop vite, trop loin, un manque de pragmatisme. Il n'empêche qu'il ne faudrait pas détricoter ça trop. Et là, il y a un rendez-vous en cours. Alors, Madame van der Leyen, sur les textes, sur la remise en cause, lancinante, et Thierry et Catherine nous en parleront tout à l'heure fortement, donc taxonomie et SFDR, CSRD, il manque un C, pardon, et CS3D. Madame van der Leyen, donc, a balayé et a conclu ce débat. Il y aura un texte omnibus, comme on l'appelle, donc un texte juridique qui reprendra probablement la question des seuils, des agendas, peut-être des champs, de la partie volontaire obligatoire, on verra. Les Allemands sont très remontés aujourd'hui sur ces textes, pour des raisons du reste assez étonnantes, euh, et plus idéologiques en fait qu'en France. Et on l'a vu dans la position qu'a piloté Business Europe des organisations professionnelles d'entreprise. On l'a vu, il y a quand même derrière ça une pression qui ne dit pas son nom, mais qui est celle des représentants du business américain, du business japonais, du business international, qui, à Bruxelles, ne veut pas qu'on lui impose une extraterritorialité sur ces textes. À mon avis, c'est une dépression, c'est un des enjeux très importants. Mais alors, à ce moment-là, on est contradictoire avec la doctrine Draghi et la compétitivité. Si on ne met pas tout le monde sur le même plan pour rapporter, être vigilant, etc., là, on crée des distorsions et là, l'Europe doit prendre ses responsabilités. Bon. Euh, voilà, donc ça, ce point-là sera extrêmement structurant sur ce point, mais je pense que nos experts nous le commenteront très vite. Euh, donc, sur toujours cette question du rapport à la compétitivité, je vous signale quand même le document qui vient de sortir, donc qui est éminemment intéressant, qui est un consensus, je crois, assez solide sur VSME, donc qui est l'application du reporting volontaire aux PME en général, avec une simplification très forte, hein, un niveau de base qui est très léger sur énergie, eau, déchets, etc. Et puis, très peu de 5, moins de 10 indicateurs, et puis le compréhensif qui est un peu plus poussé pour les ETI qui voudront en faire plus. Et je signale aussi donc sur les ESRS, sur la partie climat, tout ça aussi en termes de guide, d'accompagnement, qui était très insuffisant jusqu'à maintenant, et quand même sorti. Je vous passerai tout à l'heure une liste de tous les rapports qui sont à notre disposition, qui sont sortis depuis peu de temps. Donc, on a une base de données aujourd'hui qui est quand même pédagogique et qui doit aider les acteurs à, sinon faire tout en quelques mois, en tout cas sur les 2-3 ans qui viennent, à s'en sortir. Je note aussi dans cet appel à l'UE un petit peu le travail que font certains académiques. Donc là, je cite Emmanuel H. de l'IRIS sur la question de la sobriété appliquée aux métaux, car on voit très bien que là, on a un goulot d'étranglement qui est extrêmement fort.
Alors, troisième point, donc au-delà du multilatéralisme de l'Europe au pied du mur, on demande aux acteurs de s'engager. Alors, le syndicat, Madame Léon, dit que sur la question des seniors, qui est très importante hein, sur l'emploi en France, les entreprises n'en font pas assez. Et on voit aussi du côté des jeunes ce que nous n'avons pas connu dans les formations ces dernières années, un sorte de relâchement sur les enjeux RSE qui sont assez étonnants. Bon, on pourra en reparler. Alors, là, je signale quand même quelques travaux en cours parmi tous ces acteurs, certains qui sont proactifs, d'autres plus au frein, mais il y a eu quand même au niveau des Nations Unies, cette initiative mondiale pour l'intégrité de l'information sur le changement climatique, c'est très important, lutter contre les fake news. EITI, j'en parle souvent parce que cette organisation est majeure dans la transparence sur les industries extractives, qui progresse, c'est une bonne chose. Et notre ministre, Madame Pannier-Runacher, a, je trouve, envoyé des signaux qu'il faut entendre, sont intéressants, c'est-à-dire notamment sur le sujet biodiversité, être moins normatif et plus en fonctionnement volontaire et engageant. Elle travaille avec plusieurs secteurs. Du reste, sur ce terrain-là, je le signale parce que je le connais un peu, que le secteur pharmaceutique a noué avec l'État après des décennies d'approche quand même assez de confrontation souvent sur ces éléments-là, un accord intéressant sur, ben, OK, vous contenez la dépense et nous, on sait où on va et on va jouer le jeu d'un accord contractuel. C'est là que la durabilité va pouvoir se jouer dans des relations de ce type si elles se mettent en place de façon donnant-donnant ici et là. La tribune du patron des armateurs Pierre Budafus sur la RSE, attention au trop-plein tout, elle n'est pas nouvelle, elle s'ajoute, elle vient un peu brouiller l'ambiance, mais bon, je la signale aussi par rapport à ça, et je vous mets quand même la dernière publication du guide de l'ANC qui fait un très très bon travail de pédagogie en accompagnement de la CSRD sur les ESRS. Je pense qu'on a aujourd'hui vraiment une grammaire à notre disposition qui est très claire. Service qu'on va accentuer dans ce webinaire, je termine par là. Nous mettons à votre disposition toute une liste de rapports, je ne vais pas les lire, rassurez-vous, mais de documents qui sont pour moi des documents forts, importants, qui disent des choses, et avec le lien qui vous de façon à ne pas passer à côté un peu de tout ce qui a été dit et écrit avec des éléments qui vont aussi bien du rapport Chiffre Project présenté hier sur l'agriculture que en passant par les études de Frank Bolt sur la CSRD, etc., etc. Voilà, donc beaucoup de choses. Le plan national sur climat de la France d'adaptation, il est là, il est intéressant, il est en consultation, donc c'est vraiment un document là aussi phare qui avance quand même et quelques informations que je vous mets sur les grands groupes. Notamment, c'est intéressant de voir que Bayer ne s'en sort pas dans son rachat de Monsanto. Carrefour qui s'est pris les pieds dans le tapis sur l'affaire du Mercosur. Bon, voilà, et Total qui revoit un peu ses positions, ses projections en annonçant son pic de consommation pétrole à 2035. Bon, dont acte. Voilà. Alors, ceci étant, je voudrais maintenant, et je reviendrai tout à l'heure sur les livres qui sont sortis, vraiment les travaux que je voudrais vous signaler, mais à la fin, si vous voulez bien, il y en a beaucoup et je les indiquerai. Et pour ne pas retarder dans le timing qui est le nôtre, je voudrais passer la parole maintenant pour qu'ils challenge cette actualité à nos deux experts qui ont bien voulu nous rejoindre. Alors, d'abord, je vais passer la parole à Thierry Philippona, qui est un économiste spécialiste reconnu de ces questions de finances durables, qui a joué un rôle structurant très important avec le lancement de Finance Watch et son rôle dans Finance Watch, qui est auprès de la Commission notamment un acteur très écouté. Et qui est aussi quelqu'un qui a joué un rôle dans la régulation, dans les instances de régulation françaises des marchés financiers. Donc Thierry, voilà un peu les questions, vous les connaissez. Que pensez-vous de cette actualité, de ce rapport un peu à la situation pour les acteurs et notamment pour la finance que vous connaissez bien, dont on a le sentiment, est-ce que j'ai tort, qu'elle est quand même plus attentiste alors qu'elle était quand même un peu plus proactive sur le l'ESG il n'y a pas si longtemps. Merci Patrick, merci de m'avoir invité et très heureux de réfléchir ensemble ce matin sur ces quelques questions. Euh,
Le sujet est énorme. Oui, Vous évoquez dans votre note quelque chose qui est très important, qui est la défiance que les opinions ont de la démocratie aujourd'hui. oui, J'aimerais mettre votre question en perspective par rapport à ce point. Euh, Parce que ce que vous évoquez sur ce backlash sur la, sur les problématiques de durabilité du monde, en fait, il y a la finance durable, mais évidemment c'est plus large que la seule finance, de mon point de vue, peuvent être analysés au prisme de cette défiance de la démocratie. Euh, et en fait, alors bon, ce matin, je vais essayer d'être enfin, mon boulot, c'est un petit peu d'appeler un chat un chat. Alors, le but, c'est pas d'être pessimiste, mais en même temps, quand on regarde le monde tel qu'il est aujourd'hui, quand on appelle un chat, on n'est pas toujours optimiste. Et en fait, si les opinions se défient de la démocratie aujourd'hui, il y a peut-être des raisons. Et la raison, de mon point de vue, elle est double. Elle est d'abord dans le fait que la démocratie aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire que la démocratie ne peut pas faire son travail. Moi, je suis un démocrate, évidemment, j'ai envie de dire, en tout cas, je le suis. Mais aujourd'hui, la démocratie est en train d'échouer à deux niveaux. D'abord, en théorie, la démocratie, c'est un filtre pour que les voleurs, les violeurs, les menteurs et les putschistes n'arrivent pas au pouvoir. Bon, vous aurez compris ce que je viens de dire. Voilà, donc là on est dans un échec évident. Je ne suis pas en train de dire que la démocratie a toujours mis des grands génies et des visionnaires au pouvoir, mais enfin quand même, il y avait un minimum de filtres sur ce qui n'était pas possible. Et ça a beaucoup de conséquences. Euh, Notamment le fait que les politiques tous, c'est dans la nature du personnel politique. Et vous allez voir qu'on va relier ça à la durabilité dans une minute. Tous les politiques, par construction, j'ai envie de dire, quel que soit leur pays, leur couleur, droite, gauche, écolo, extrême, que sais-je, ont un objectif qui est de gagner le pouvoir, pardon de cette banalité, et un deuxième objectif, une fois qu'ils sont au pouvoir, c'est de le conserver. Et ça, pour avoir beaucoup fréquenté, pour beaucoup fréquenter les politiques, bon, on le sait tous, mais quand votre métier est de les fréquenter, vous le voyez tous les jours. Eh ben, tous ces politiques, même les ennemis politiques sur le papier d'un Donald Trump, remarquent que quand on vole, quand on distord la réalité, quand on respecte pas les règles et qu'on dit n'importe quoi, pardon, ça marche. Et non seulement c'est plus un obstacle pour obtenir et conserver le pouvoir, mais ça devient un avantage. Et ça, c'est terrifiant. Ça, c'est terrifiant. C'est non seulement, je me répète parce que c'est vraiment important, non seulement c'est plus un obstacle, mais ça devient un avantage. Euh, et oui, évidemment, pour des gens comme nous tous, qui passons notre vie fondamentalement à développer ce que l'on pense, on peut avoir tort, hein, mais des arguments rationnels. On dit, ah bah tiens, regardez, il y a ceci, cela, et puis rationnellement, je peux analyser comme ci, comme ça. En fait, les arguments de rationalité, et on pourra l'illustrer très précisément au niveau de l'Union européenne, qui est un petit peu mon champ d'action et le champ d'action de mes amis et collègues de Finance Watch au quotidien. Euh, mais nos arguments de rationalité sont en train de perdre à vitesse grand V leur portée, en fait. Euh, c'est un peu, oui, c'est ce que j'appelle le phénomène Trump, mais au-delà du fait de dire que Trump est ce qu'il est, presque envie de dire tout a déjà été dit sur le sujet, mais ça fait tache d'huile, et ça c'est vraiment quelque chose de terrifiant. Et la deuxième chose, dans ce que j'appelle l'échec des démocraties, c'est que quand on regarde, par exemple, sur les sujets de durabilité du monde, en gros, que ça soit pour simplifier à l'extrême, changement climatique, pollution et biodiversité. D'ailleurs, je suis pas sûr que je simplifie à l'extrême, je fais les oui, grandes titres les têtes de chapitre. Euh, je suis pas sûr du tout que les démocraties fassent mieux que les autocraties. Euh, alors certes, je préfère toujours vivre en France plutôt que en Russie ou en Chine parce qu'au moins j'ai le droit de dire que nos dirigeants ne font pas bien leur boulot
et je ne finis pas en prison. Donc de ce côté-là, il y a même pas débat. Mais sur ces sujets de durabilité du monde, pas sûr du tout que les démocraties se fassent mieux que les autocraties. Et donc ça, évidemment, si on se dit, tiens, le mandat en démocratie, c'est je donne les manettes à des personnes bah, pour s'occuper de l'intérêt général, là on est en train de parler de survie des sociétés humaines, et ils font pas le boulot. Bon. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment importante. Alors après avoir parlé de ce que j'ai appelé, une formule que je viens d'inventer, le phénomène Trump, le syndrome Trump au sens de, au fond, tiens, le tricheur, enfin tricher est un gros avantage et raconter n'importe quoi est un gros avantage. J'ai envie d'analyser une deuxième chose qui est ce qu'on pourrait appeler, on va prendre un autre politicien américain, ou responsable politique américain, ou ancien responsable politique américain, le syndrome Al Gore. Al Gore, je parle pour moi je signe sur tout ce qu'il dit aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui parle aussi bien, avec autant d'autorité, qui appelle un chat un chat. Merci monsieur Al Gore. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'il faisait pas ça quand il était au pouvoir? Il a été vice-président des États-Unis, il a été à deux doigts d'être président. On ne saura jamais, mais je suis prêt à parier que s'il avait été président, il n'aurait pas dit un dixième de ce qu'il dit aujourd'hui, et qu'il n'aurait pas lutté beaucoup plus efficacement que les autres contre tout ce que l'on sait. Quand je vois en Europe un certain nombre de responsables politiques, je crois que j'ai même pas envie de rentrer dans les noms parce que ça n'a pas d'intérêt, c'est les principes qui nous intéressent, qui ont été on peut dire des militants de la durabilité du monde. Et puis dès qu'ils ou elles arrivent au pouvoir ou dans des postes de responsabilité importants, il n'y a plus personne. Et c'est la même chose que le syndrome Al Gore. Ce que je suis en train de dire, c'est que les responsables politiques, même celles et ceux qui ont la sensibilité, la conviction et l'intelligence, hein, parce qu'on est en train de parler de gens qui sont, pour beaucoup d'entre eux, tout à fait intelligents et renseignés, euh, ils s'engagent, ils disent, ils appellent un chat avant d'être au pouvoir ou après avoir été au pouvoir, mais jamais quand ils sont au pouvoir. Et ça, c'est vraiment si on veut réfléchir ensemble à comment il faut agir, c'est vraiment quelque chose de très très marquant. Je vois une grosse évolution. Finance Watch a été créé il y a une quinzaine d'années maintenant, après la crise financière à Bruxelles. Mhm. Notre devise, c'est pour une finance au service de la société. Donc voilà, c'est la prise en compte de l'intérêt général sur les sujets financiers. On couvre à peu près tous les sujets financiers, et pas que les sujets de finance durable, loin de là. Mais évidemment, la finance durable est extrêmement importante. Euh, mais j'ai envie de dire, la grande, grande évolution que l'on voit dans les cercles européens sur une quinzaine d'années, c'est que, et là je vais faire très grand-père raconte, mais là où il y a 15 ans, on développait des argumentaires qui sont ce qu'ils sont, certains responsables politiques disaient ah, c'est intéressant, d'autres disaient ah, non, je vois pas du tout les choses comme ça. Très bien, on discutait, on débattait, c'est oui, c'est non. Euh, Aujourd'hui, la place pour le débat et l'écoute est extrêmement limitée, voire nulle. Euh, Mhm. Vous évoquiez tout à l'heure Business Europe. Ouais. Il n'y a pas longtemps, j'ai été j'écoutais, je ne parlais pas, dans un séminaire à Bruxelles où il y avait un panel avec une des représentantes, la représentante de Business Europe à Bruxelles, et un député socialiste, un député européen socialiste allemand. Le débat se passe, c'est le sujet compétitivité. Et évidemment, la compétitivité aujourd'hui, bon, dans l'absolu, qui n'est pas pour la compétitivité. On a tous compris que si on n'est pas compétitif, on va pas exister, donc on a envie d'exister, donc on a envie d'être compétitif. Mais dans le jargon bruxellois, compétitivité est devenu synonyme de contre le Green Deal, baisser les impôts des plus riches et des entreprises et déréglementer. C'est le nom, c'est le nom de code, hein. C'est un nom de code. Donc le sujet, c'était la compétitivité, ta. Pardon pour le ta, mais bon voilà. Ouais, ouais, non. On Euh, connaît. et,
Et donc le débat était absolument fascinant parce qu'on avait cette personne qui représentait Business Europe, on avait ce député socialiste, député européen socialiste allemand. Il disait exactement la même chose, mais à la virgule près. Et le monsieur qui animait le panel à la fin nous a dit ah, we heard unlikely bedfellows. Effectivement, on s'attendait pas à ce que ces gens-là disent la même chose, mais ils disaient la même chose. Voilà, vous avez compris. Vous avez compris ce que je veux dire. Donc, et ça, c'est le paysage qu'on a aujourd'hui devant nous. J'ai envie de- Et est-ce que là, vous qui avez vécu CSRD, qui connaissez bien, est-ce que la façon dont la Commission et le Parlement vont essayer de s'en sortir pour donner satisfaction en partie à la pression du PPE, qui est là-dessus la plus offensive, est-ce qu'elle vous paraît préserver l'essentiel? Est-ce qu'on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain? Comment vous sentez ce contexte, cette sortie de crise? Bon, pour le moment, je suis pas sûr qu'on soit en sortie de crise. Parce que les étapes, ça a été, pour reprendre au grand galop, au printemps 2023, ouais, c'est ça. Ursula von der Leyen qui dit moins 25% sur le reporting des entreprises. Donc là, tout le monde écoute. Bon, on voit bien la magie du chiffre rond. 25% par rapport à quoi? Personne ne savait. Euh, à l'époque, mais c'est vraiment pas le sujet. Et je travaille très très bien avec eux. Je faisais partie du Sustainability Reporting Board de l'EFRAG, en train d'écrire, enfin en train de faire des propositions d'écriture des ESRS. Et là, c'est le côté, bon, nous, c'est pas encore écrit, donc moins 25% par rapport à quelque chose qu'on n'a pas encore. Bon, voilà, vous m'avez compris. Et donc, on fait quoi avec ça? Euh, et puis là, si je vais très très vite, un fast forward, désolé pour le franglais. Aujourd'hui, donc, on nous parle d'une législation omnibus qui plus ou moins fusionnerait CSDDD, CSRD et taxonomie. Alors, deux, trois commentaires là-dessus. Le premier, c'est que techniquement, je comprends juste pas ce que ça veut dire, parce que deux de ces réglementations ou directives, enfin règlement ou directive, donc réglementation au sens générique du terme, concernent effectivement du reporting, donc CSRD et taxonomie, mais le reporting n'est pas fait au même niveau, puisque CSRD, comme on le sait, c'est les entreprises au niveau des entités, alors que taxonomie, c'est au niveau des activités. Donc Oui, déjà, le oui, technicien ennuyeux que je suis dit, là, je comprends même pas comment on commence, parce que c'est juste pas la même façon de fonctionner. Et puis alors, CS3D, ça oui. parle pas de Non, reporting. Donc là, donc évidemment, nous chez Finance Watch, c'est notre métier de discuter avec les gens qui y font derrière, pas forcément les gens connus, mais alors là, je citerai personne, mais pour avoir posé la question aux chevilles ouvrières derrière sur concrètement, vous avez une idée de ce qu'il pourrait y avoir? Et la réponse est non, on ne sait pas du tout. Et ça, je l'ai entendu pas plus tard qu'hier matin. Donc c'est du tout ouais. frais. Donc voilà, donc tout est à inventer. Donc on voit bien que de la même façon que le moins 25%, enfin, de la même façon que le moins 25% d'il y a, le temps passe vite, un an et demi, Oui, oui. ou on va appeler ça cette logique d'omnibus là. En fait, on a des effets d'annonce qui vont dans la direction de. Il s'agirait de ne pas être naïf, ma bonne dame, parce que les autres ils font pas, donc pourquoi nous on le ferait? Euh, mais très 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 concrètement, on n'est pas en train de sortir du tunnel, parce que ça, évidemment, pour les gens qui sont de façon, j'ai envie de dire noble, comme le travail d'un artisan est noble, qui se sont relevés les manches et puis qui essayent ligne après ligne d'écrire ou de contribuer à écrire des règles qui ont du sens. C'est pas parfait, hein, on peut toujours débattre et vivre le débat, et c'est important de débattre, mais voilà. Bah, c'est le côté, en fait, non, on va faire autre chose, mais on ne dit pas quoi. Oui. Donc, non, je suis désolé, je veux pas paraître trop pessimiste, mais la situation n'est Oui, n'est pas bonne, pas mais on porteuse. a eu, vous le savez mieux que quiconque, on a eu une alliance à un moment entre l'ISR, Rossif, etc., et les ONG qui a tiré le sujet.
clairement. On l'a vécu il y a 10-15 ans, et le lancement et les textes précédents étaient quand même le fruit de cet accord en disant on veut développer l'investissement durable. Je pense qu'Anne-Catherine nous rappellera ceci, elle l'a vécu notamment en France, mais on avait cette pression. Est-ce que vous arrivez en tant que Finance Watch à bénéficier, ou est-ce que ça a disparu de la part des fonds en France, de la gestion des asset managers et autres, quand même d'un soutien pour dire oui, on veut une transparence qui soit standardisée et internationale, demandée à tout le monde. Finalement, je dirais, les agences de notation sont quand même demandeuses, donc, enfin, l'ESMA, les autorités de marché aussi. Qu'est-ce qui fait que ça n'est plus complémentaire? Qu'est-ce qui se passe? Alors, début de réponse à la question, mais la réponse complète sera dans le deuxième point que je vais faire. Chez Finance Watch, on est historiquement sur des lignes de plaidoyer, on va dire, extrêmement compatibles, pour ne pas dire proches, de tout le réseau CIF. Bon, pour des Oui, raisons un petit peu évidentes, les missions ne sont pas les mêmes, mais enfin, on va dire que l'état oui, d'esprit et l'objectif final sont très similaires. Et qui plus est, quelle surprise, les personnes se connaissent bien. Ça fait des années encore une fois, oui, chacun dans sa mission, on rame dans un sens tout à fait convergent. Ouais. convergent, compatible, comparable. Euh, Plus fondamentalement, au niveau du système, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est très intéressant de voir aujourd'hui, c'est qu'en fait, les lignes de partage historiques, j'ai envie de dire, qui étaient le monde à but non lucratif, du non-profit, contre le monde du for profit, à Hum. but lucratif, n'est plus la ligne de partage. Sur toutes ces questions, la ligne de partage, c'est émetteur entreprise d'un côté et investisseurs et ONG ou associations d'investisseurs qui travaillent sur la finance durable, telles que les réseaux des CIF, de l'autre côté. Moi, j'ai été dans des réunions où vous avez évoqué que j'ai fait partie d'un certain nombre de commissions autour de la Commission européenne, etc., ou de l'EFRAG. Enfin, l'EFRAG, c'était le board. Euh, et dans ces groupes de réflexion, ou ces entités, ou ces conseils, euh, les débats les plus difficiles, les plus durs, ne sont pas entre les investisseurs et les ONG, elles sont entre les émetteurs et les investisseurs. Et moi, je me suis retrouvé de façon fort surprenante à dire exactement la même chose que de grands investisseurs, et pas nécessairement ceux qui font de la finance durable, hein, enfin en tout cas qui sont pas les plus avancés dans le domaine. Et en fait, où on disait la même chose en disant en fait aux entreprises, s'il vous plaît, donnez-nous l'information nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Et en fait, les lignes de partage, et c'est des lignes de partage qui peuvent aboutir à des positionnements durs et même violents, sont entre les émetteurs d'un côté et les investisseurs et le secteur à but non lucratif, les ONG, de l'autre. Ça, c'est vraiment quelque chose de très très marquant. Alors, ça peut s'expliquer en partie parce que les investisseurs, bon, on sait que tout n'a pas été mis dans le bon ordre, en tout cas dans un ordre qui n'était pas forcément le plus cohérent. C'est-à-dire que les investisseurs ont eu des obligations de reporting, SFDR, qui sont Oui, venues avant les obligations de reporting des entreprises. Donc les investisseurs, une fois qu'ils sont obligés de faire du reporting, ils disent, ah bah oui, bah vous êtes gentil, mais si moi j'ai pas l'information, comment je vais pouvoir en donner moi-même? D'où le fait que les investisseurs contraints de donner des informations disent aux émetteurs, donnez-les-moi. Sinon, ça va pas aller. Et là, les émetteurs disent, oui. je ne veux pas. Donc là, c'est vraiment sur ces sujets techniques, c'est vraiment la dynamique à laquelle on est confronté. Et ça veut dire, en conclusion, avant de passer la parole, et on vous interrogera à nouveau tout à l'heure, Thierry, ça veut dire quand même, avant qu'Anne-Catherine complète, ça veut dire quand même
que du côté des entreprises, moi je crois que on observe, est-ce que vous êtes d'accord, que en fait on a laissé faire quelque chose qui apparaissait assez technique et assez superficiel et qui dérangeait personne. Ça, ça restait sur des grands groupes et des documents qu'on ne lisait pas, et que dès qu'on rentre là maintenant dans des choses beaucoup plus sérieuses et que on engage les industriels, notamment, je pense, d'outre-Atlantique et d'ailleurs, là, on dit, ah non, là, non, non. Là le concept je dirais, d'entreprise libérale de marché ne nous paraît pas compatible avec cette exigence-là et on ne veut pas rentrer dans la transformation des modèles. Est-ce que j'ai tort en disant ça? Est-ce qu'il n'y a pas ce raidissement qui est en train de prendre forme? J'adorerais dire que vous avez tort, mais je pense que vous avez raison. La réalité, c'est que il suffit de lire les rapports du GIEC pour le savoir, on l'a tous fait. Mm, Le monde n'est pas durable. Euh, et donc, toute réglementation ou toute mm, norme ou toute poussée pour dire merci d'aller vers la durabilité ou dites-moi au moins où vous en êtes, c'est le reporting, va à l'encontre euh, ouais, de la façon de faire des gens. mm, Donc là, on a une tension phénoménale. On l'a bien vu sur le sujet taxonomie. L'idée initiale de la taxonomie, qui a plein d'imperfections, mais c'est un autre sujet, au-delà de ces imperfections, admettons qu'elles soient parfaites, ce qui n'est pas le cas, mais admettons, le problème majeur de la taxonomie, c'est que l'idée initiale qui était de dire, tiens, je vais acheter un fonds durable en Italie, en Belgique, en France, en Espagne ou en Autriche, et plutôt qu'on me fasse un grand discours marketing sur c'est durable, on va me donner un pourcentage d'alignement sur les activités durables, et ça, un pourcentage, tout le monde va comprendre. Donc, l'allemand, l'italien et le français auront des critères comparables pour savoir si leur fonds est durable. Après ça, les fonds, je suis sûr qu'Anne-Catherine connaît les statistiques mieux que moi. L'alignement des fonds à la taxonomie, il est de l'ordre de 3, 4, 5% dans le meilleur des cas. Donc même un non-expert ou une non-experte, on lui dit tiens, tu as un fonds durable, ok, quel est le pourcentage d'alignement? 3%. Ah tiens, 3% c'est pas beaucoup, tu peux m'expliquer. C'est impossible à expliquer ce truc. Et si c'est mm. 3% en Europe, ça serait 1% dans le reste du monde. En tout cas, c'est les ordres de grandeur qui comptent. Donc, on voit bien que et donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Soit on dit ah bah pour finir, je parle de façon non formelle, c'était une farce, on veut pas vraiment le faire. Soit on dit, soit on essaye de forcer la durabilité. Mm, mm, Et là, tout le monde se Cal. braque. Tout le monde se braque. C'est Ouais. évident que c'est ça le sujet. Et donc, c'est pas, c'est une invitation que je vous fais, et on aura l'occasion, j'espère, d'en reparler les uns les autres. Est-ce qu'il ne faut pas remettre à plat? Est-ce qu'il ne faut pas relancer? Ce constat ne doit pas nous démobiliser. C'est un point factuel du débat, démocratique d'une certaine manière aussi quand même. Et donc, vous, Finance Watch, mais beaucoup d'autres acteurs que vous avez cités, doivent peut-être se reprendre en main sur une réflexion méthodologique sûrement idéologique aussi, quid d'une société de sobriété, d'un sujet de pilotage des entreprises, etc. Est-ce qu'on n'est pas, c'est une invitation quand même à passer à un cycle qui aujourd'hui se termine, a ouvert des portes, mais n'a pas résolu les questions. Voilà, Oui, on alors pourra en nous d'un reparler. point de vue, si je peux me permettre, si vous me donnez encore Ouais. une minute, Oui, la façon de traiter cette question, parce que évidemment, elle est au cœur de notre réflexion. On ne peut pas continuer à raconter la même chose sans être écouté, pour faire simple. Euh, mm, c'est de prendre le sujet par la comparaison du coût de l'action et du coût de l'inaction. ouais, Tout ce dont on est en train de parler, c'est le coût de l'action. Et vous savez mm, quoi? Oui, il est élevé le coût de l'action. Dire à une entreprises, aux économies, aux individus, il faut changer votre façon de fonctionner, si on est un peu réaliste, c'est lourd, hein. C'est lourd, c'est pas ouais, simple. Donc si en face de ça, il y a un coût de l'inaction qui est pas terrible, bon bah pourquoi je prendrais un coût de l'action élevé si le coût de l'inaction n'est pas terrible? Donc on travaille énormément et on a sorti pas mal de rapports là-dessus et si vous en avez le temps et l'envie, relancez-moi sur le ouais, sujet sur le coût de l'inaction en ouais, montrant l'énormité du coût de l'inaction. Mais quand je dis l'énormité, je commence pas là parce que j'ai conscience que je suis au bout de ouais, mon temps. Et en fait, quand vous mettez les décideurs en face du coût de l'inaction, mm, mm.
tout à coup, le débat coût de l'action, coût de l'inaction change complètement. Euh, Mhm, mhm, mhm. c'est le sujet de... Allez, dernier exemple. L'Agence européenne de l'environnement nous dit la hausse de la montée du niveau des océans va coûter, je dis bien coûter, hein, je me moque de la durabilité du monde, je me moque de l'avenir de mes Mhm. enfants, de mes petits-enfants, je n'ai pas encore de petits-enfants, mais ça pourrait bien arriver, etc. Je me moque de tout ça, je m'intéresse qu'à l'argent et au PIB. L'Agence économique de l'environnement, l'Agence européenne de l'environnement, nous dit ça va coûter 1000 milliards d'euros par an au PIB européen, c'est-à-dire 6% du PIB européen. D'accord? 6% du PIB européen, rien que la montée des océans. Et c'est pas le seul problème, loin de là. D'accord? Que font les gouvernements en face de ça? Ah, on n'a pas d'argent pour investir, pour s'adapter à ça. D'accord, ça va vous coûter 6% du PIB, sachant qu'il y a une corrélation un pour un entre les recettes fiscales des États et le Oui, PIB à long terme. Donc vous voilà. avez déjà moins 6% sur vos recettes fiscales pour votre Ah, budget. Donc votre déficit public, on va prendre le français, il passe de 6 à 12 mécaniquement. Ah, bah non, je veux pas. Bah oui, mais c'est pas une question de vouloir ou pas vouloir. Le coût de l'inaction, c'est ça. Et je parle que du coût. Je parle que d'argent. D'accord? Et ouais. tant qu'on n'aura pas mis nos chers dirigeants en face de cette réalité, ils ne bougeront pas. Voilà, je m'arrête là. Anne-Catherine, complète, s'il te plaît, avec une vision du contexte Oui, en cours, notamment français, si tu veux bien, que tu connais, et motivant. synthétique puisqu'il Ne reste plus beaucoup de désespère temps. pas, Billancourt. Euh, Qu'est-ce que je... euh, non, alors justement, je ne vais pas désespérer Bianco. Évidemment, tout ce qui a été dit par Thierry est tout à fait vrai. Et j'allais dire, on peut boucler entre ce qu'il a dit au début, c'est-à-dire qu'en gros, on ne croit plus personne et les gens en place aujourd'hui dans les démocraties ou autres sont pas forcément très crédibles et n'ont pas de leadership. Donc en fait, ce qu'on est en train de perdre, c'est notre rêve et notre espoir d'avoir une régulation ordonnée, une transition ordonnée et d'avoir un leadership européen. Mais on le perd parce qu'il n'est pas incarné. Donc, on peut s'asseoir et pleurer, mais comme personne ne le fait ici, j'imagine, le sujet, c'est vraiment de se dire, et c'est une piste vraiment intéressante, comment on s'adapte au fait que ce rêve-là n'est pas possible, alors qu'il est très rationnel. Et Thierry a très bien dit que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a des politiques partout qui sont irrationnelles et qui racontent n'importe quoi, et c'est pas un problème. Et donc, du coup, on ne peut pas travailler de la même façon, à faire apporter les sujets de durabilité dans ce contexte-là. Parce qu'en face, on a des gens déterminés, cyniques, et qui ont très clairement adopté une stratégie qui est de noyer l'idée, l'esprit, la lettre des réglementations sous un flot de complexité technique. Et j'étais à une présentation d'un rapport que j'ajoute à la à la liste hier qui s'appelle L'entreprise engagée face aux défis du 21e siècle, qui était présentée par le Club des juristes sous la houlette de Isabelle Cocher, de l'ERITS. Et en fait, c'était extrêmement positif et instructif parce qu'elle portait, elle reportait la vision de ce à quoi devait servir tout ce barnum et il a très vite émergé dans le débat que le problème aujourd'hui, c'est qu'on a une captation, alors on a un abandon de poste de leadership par les politiques et on a une captation de la réglementation par les commissaires aux comptes, par les auditeurs, qui ont, au lieu et par nature, du coup, on coupe des cheveux en 42, on a des indicateurs qui doivent être d'une précision biblique, donc, justement, la Bible n'est pas assez précise. On va dire d'une précision d'ingénieur, alors que ce qu'il nous faut, c'est du leadership, de la stratégie de transformation, du mouvement, de l'anticipation, une logique. Alors, elle a développé beaucoup le concept de future proof, c'est-à-dire qu'on puisse avoir des entreprises qui sont non seulement alors, résilientes, robustes, mais surtout capables de faire face à l'avenir. Et là où il faut creuser la piste évoquée par Thierry, c'est effectivement le fait que le coût de l'inaction, elles sont en train de le payer, les entreprises, en fait. Et donc, on est en train de changer de paradigme, en train de dire, il y a en gros un modèle sympathique, durable, qui va vous attirer des talents, qui par espèce de construction fait de vous une meilleure entreprise qu'une autre, potentiellement
plus ou moins performantes, et là, j'y reviendrai, ça a été un coup assez terrible, la guerre en Ukraine, de ce point de vue-là, sur les performances, j'allais dire presque automatiques des entreprises bien notées. On n'est plus dans ce monde-là. Donc aujourd'hui, on est sur, et la ligne de partage évoquée par Thierry est tout à fait vraie, c'est-à-dire que ce sont les émetteurs qui sont vent debout contre une finance durable qui ferait vraiment la différence entre des émetteurs engagés et des émetteurs non engagés dans une transition plus ou moins rapide. Un seul exemple concret, les Sun Climate. À la surprise générale, le Forum pour l'investissement responsable, qui était présidé par Nathalie Layani, est arrivé en portant la logique de généralisation du Sun Climate, persuadé initialement que les émetteurs allaient dire bah, ça intéresse tous les grands institutionnels qui ont eux-mêmes des politiques climatiques qui doivent rendre crédibles, donc on va tous avancer main dans la main. C'est pas du tout ce qui s'est passé. La FEP a pulvérisé le projet et assez violemment et à utiliser tous les leviers de lobbying possibles et imaginables pour stopper cette idée simple qui était juste de dire vous devez dire à vos actionnaires quel est votre plan et votre stratégie d'adaptation pour être vraiment en ligne sur l'accord de Paris et comment vous mettez en musique vos engagements de neutralité carbone. Et donc, aujourd'hui, on est en train de passer dans une phase qui n'est pas du tout perdue, mais c'est pas, ça ne sera pas probablement le régulateur, le moteur, parce que il est englué dans des problématiques politiques qui font que c'est même pas intéressant ou vraiment pas intéressant ce qui se passe. En revanche, la réalité pragmatique de l'entreprise et le modèle qui émergeait de la présentation d'hier était très intéressante, c'était de se dire, bon, en fait, cette histoire de CSRD, si on regarde l'esprit, si on regarde les sujets sur lesquels on doit porter, si on est capable de faire une analyse de double matérialité et un plan de transition derrière, en fait, on répond aux attentes de ce que définit plus ou moins cette régulation. Et évidemment, on utilise la taxonomie pour ces CAPEX. Tout ça construit un environnement possible qui permet de savoir, qui permet de se dire personne ne sait où on va. On commence à savoir combien ça coûte d'essayer de s'accrocher avec ces petits bras musclés au business as usual qui ne fonctionne plus. Et donc, on essaie d'inventer autre chose, qui est un mouvement vers l'avant, et pour essayer à travers, en utilisant tout ce qui est développé aujourd'hui, d'expliquer comment on résiste. Et ce qui était intéressant dans le débat qui émergeait, c'est que la question centrale finalement aujourd'hui pour les investisseurs, qui va dans le sens de la lutte émetteur-investisseur, c'est la question du lobbying. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et là on n'est pas dans les 1200 data points qui intéressent énormément les auditeurs parce qu'ils pensent que c'est leur marché d'avenir, et c'est la tension du moment, hein. Le vrai truc qui dit pas son nom, c'est que le référentiel des ESRS a été construit pour faire un business model pour les auditeurs, qui en plus coûte très très cher. Donc vous avez toutes les ETI, PME, etc., qui s'opposent à une régulation parce qu'elles s'opposent à devoir investir autant dans du reporting dont elles ne comprennent pas la finalité. Et donc c'est là où il faut que des gens qui portent et qui reconstruisent l'histoire, qui disent mais non, c'est pas du reporting qu'on vous demande en fait, c'est d'avoir une analyse de double matérialité, c'est-à-dire de connaître les risques L'impact, oui. ESG majeurs auxquels vous êtes confrontés. Il n'y en a pas 300 012 en général, il y en a Mmh, quelques-uns précis. Et non seulement de les exactement. connaître, mais d'identifier, de mettre en place des stratégies pour limiter leur impact. Parce que là, vous êtes en train de payer cher. Et on a des business cases. Quand la guerre en Ukraine se déclare, qu'est-ce qui se passe? Alors évidemment, les fossiles sur les marchés explosent, mais ce qui se passe, c'est que les entreprises, certaines doivent s'arrêter parce qu'elles ne peuvent plus tourner parce que la ligne frais généraux de l'énergie est devenue un risque opérationnel. Et donc, c'est ça la démonstration qu'on a aujourd'hui. Donc, on n'a pas besoin Et donc, là où je voulais en venir sur le lobbying, c'est que le problème qu'ont les investisseurs aujourd'hui, qui ont des politiques très offensives, qu'elles soient des sociétés de gestion ou autres, c'est qu'elles font face à des émetteurs qui, d'un côté, affichent des engagements de neutralité carbone ou autres, font et disent que la CSRD, c'est quand même épouvantable, etc., mais parce que c'est un moyen de contourner le vrai sujet, qui est de dire ce qui doit sortir de là, c'est une analyse de double matérialité. Vous ne pouvez pas d'un côté dire que vous êtes à fond sur la durabilité, de l'autre faire tous les lobbies de la Terre via Business Europe pour stopper toute régulation vous incitant à avoir une stratégie future-proof. Mhm, mhm, mhm. J'ai pas fait Écoute, trop d'incidentes, ça je va, crois ça que cette vous analyse est paraît à très, peu près clair? cette analyse est parfaite pour la vivre aussi. Alors, c'est très intéressant. Est-ce qu'on peut terminer là-dessus avant d'aller vers les questions que les participants veulent vous poser, que Arnaud va vous distribuer? Il y a une tentative de réconciliation entre ce lobbying des organisations professionnelles qui sont les acteurs les plus influents à Bruxelles et puis les acteurs de la
durabilité par CSR Europe, qui a essayé de les entraîner en disant aux gens de l'agrochimie, attendez, écoutez, euh, Alors, je ne sais pas si c'est... Ouais. allez-y quand même, il faut quand même faire des trucs. Et pour l'instant, on n'y est pas arrivé. On n'y est pas arrivé. On n'y est pas arrivé. Donc, est-ce que tu penses qu'on peut Mais y arriver? Est-ce que la pression de tes investisseurs responsables, des grands acteurs de l'ISR, qui compte, on a quand même en France des Amundi, des grands groupes, des Ircantec, enfin de public, privé, etc., qui quand même pèsent sur les politiques d'investissement, d'épargne, etc. Pourquoi non, mais on pourquoi est ça dans prend une... plus? Mais parce on est aussi dans une phase de grand nettoyage. On peut aussi regarder cette phase extrêmement compliquée de chaos général, de guerre monstrueuse un peu partout, comme effectivement une espèce de grand nettoyage sur sur cette phase qui est allée de 2015 à 2020, on va dire, de grands engagements avec des effets de manche, etc., pris par des gens qui jamais n'ont vraiment voulu le faire. C'est les mêmes Oui, qui sont au pouvoir. Il n'y a pas eu un oui, énorme changement à la tête des directions d'entreprise. Politiquement, on est plutôt allé vers le pire. Il n'y a pas eu de grands leaders. Par exemple, si on prend la campagne des élections européennes, dans ma grande naïveté, je me disais, ça va être le moment où on va mettre le Green Deal sur la table en disant, on saura combien de citoyens européens sont pour ou contre le Green Deal. C'est pas du tout ce qui s'est passé. On leur a parlé oui, d'immigration, on leur a oui. parlé d'insécurité, etc. Donc, en fait, on est sur une logique de la politique qui se sert plus que des boucs émissaires pour cacher leur vide abyssale, hein. On va pas Ouais, se cacher ouais, derrière ouais. notre petit doigt. Donc, aujourd'hui, alors qu'ils avaient un projet formidable, ils sont en train de le détricoter pour des raisons, mais populistes de base. Et le populisme n'est pas que d'extrême droite aujourd'hui. Il est bien sûr à l'extrême droite, mais il est un peu partout. Et c'est absurde, puisque c'est le moment où finalement il faut un leadership et Mm. une capacité. L'Europe devrait théoriquement réagir à l'élection de Trump par l'idée de dire bah, nous, on a un autre modèle, on a d'autres valeurs, on Exactement. a d'autres règles, d'autres Exactement. normes. Voilà. Ça ne Et va je pas t'ai forcément fonctionner. En absolument. revanche, le côté, comment dire, le côté pour un investisseur de moyen long terme, de se rendre compte aujourd'hui si les entreprises dans lesquelles ils investissent ont quand même une vague possibilité de résister à ce qui est en train de se passer, que ce soit des catastrophes climatiques, que ce soit un assèchement. Par exemple, je donne un autre exemple, Finance publiait hier une étude sur la façon dont les investisseurs, 235 institutions financières, rendaient compte des obligations de l'article 29 de la loi transition climat. Très clairement, ils n'en rendent pas compte. Ils font un très mauvais reporting pour 75% d'entre eux. Et surtout, ils ne font pas le distinguo entre impact sur la biodiversité des entreprises dont ils sont acteurs et dépendance de ces entreprises à la biodiversité. Et on sait que dans plein de processus industriels, par exemple, il faut énormément d'eau. Si l'eau n'est pas bien gérée, là, on va vers des problèmes, encore une fois, de chômage technique ou autre. Donc là, ce qui est en train de monter, et ça sera probablement pas les mêmes acteurs, et c'est probablement, mais c'est vraiment en train de se faire, c'est de se dire, c'est une prise de conscience, et c'est ce qu'Isabelle Cocher disait hier soir aussi, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui l'a frappé récemment, c'est qu'on parle plus tellement de RSE. Mais il ne faut Oui, pas désespérer Fianco parce qu'en fait, on parle de stratégie. C'est-à-dire que oui, la compréhension du fait qu'aujourd'hui, si on intègre tout ce qu'on vient de se dire, si on ne regarde pas l'impact sur son business model, là, maintenant, tout de suite, de risques qui peuvent être environnementaux, sociaux et qui sont en général combinés, et il y a de l'effet cocktail partout. Donc, on va faire émerger probablement aussi avec de l'intelligence artificielle, avec plein de choses, ce qui a été les champions de la première époque empreinte carbone, c'est-à-dire des gens oui. qui sont capables de modéliser l'effet cocktail et donc d'être intégrés ces données à la fois par les investisseurs et les entreprises parce qu'elles sont demandeuses aujourd'hui pour se rendre compte de à quel point leur stratégie est solide par rapport Alors, merci, à ce qui est en train de se passer. merci de cette analyse parce qu'elle reboucle avec le début de celle de Thierry et l'évolution de la démocratie et l'affaire des entreprises si elles veulent rester dans un monde stable et gérable. Et donc, je suis ravi que vous ayez en fait mis de la cohérence dans tout ça. Arnaud, est-ce que tu peux nous distribuer les questions à nos Oui, experts venant de nos participants? bonjour Anne-Catherine, bonjour Thierry, bonjour à toutes. Alors, je vais commencer par une question Bonjour. commune, et je pense que les questions seront pour vous deux, parce que vous aviez des propos qui étaient très
en superposition, je vais dire. Et il y a une question qui a été remontée assez régulièrement dans le fil de chat, qui est finalement, voilà, vous avez décrit avec beaucoup de lucidité et de clarté la situation de crise systémique enchevêtrée, de vérité alternative, de déni de faits scientifiques. Vous avez insisté à juste titre sur cette opposition qui se renforce entre les émetteurs, entreprises et les investisseurs dans le monde de la finance. Mais on a quand même une vérité que le monde de l'entreprise, de l'économie reconnaît, c'est le sens du business et c'est le devenir du business. Et il me semble que personne ne peut nier aujourd'hui que l'émergence des risques est réelle et a des implications à très court terme ou phénoménaux à moyen long terme. Et on est quand même dans une convergence d'intérêts entre et les émetteurs et les investisseurs sur la prise en compte de ces risques. Pour les investisseurs, ça va être le devenir de leurs actifs, leur dévalorisation, voire leur échouage purement et simplement. Et pour les émetteurs, la nécessité d'avoir accès à du financement pour se préparer et s'adapter, et pour même certains préparer un avenir qui est très sombre pour leurs activités. Donc face à ce constat d'une convergence d'intérêts, qu'est-ce qui explique malgré tout qu'ils n'arrivent pas à s'entendre et qu'on entend cette opposition entre les investisseurs et les émetteurs. Thierry, Bah, vous répondez et Anne-Catherine Parce qu'en fait, il faut complète. peut-être faire, si je me permets de répondre, Bah, alors vas-y. bien il sûr. faut peut-être faire le distinguo. Oui, il faut faire le distinguo pour moi entre les émetteurs en sens entreprise, individuelle, entre guillemets, et les lobbies des dites entreprises sectorielles ou type Business Europe, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on assiste vraiment à un brouhaha incroyable parce que les gens qui sont structurés pour faire du lobby d'entreprise sectorielle ou type Business Europe, ils font tatata, comme dirait Thierry, c'est-à-dire que ils sont programmés pour dire pas de régulation, toute contrainte est un obstacle, et de toute façon, si on nous met des contraintes, c'est les Chinois qui gagnent. Je veux dire, franchement, ça fait 20 ans que je travaille sur ces sujets, j'ai jamais eu plus d'arguments que ça. C'est des arguments d'une pauvreté infinie, mais sauf que la collusion de ces lobbies avec un certain nombre de décideurs politiques a atteint des sommets. Et donc, du coup, il ne faut pas se leurrer. Là, c'est bloqué de chez bloqué. Et Thierry l'a très, très bien décrit. En revanche, le fait que les entreprises dialoguent avec leurs actionnaires et une partie de leurs actionnaires sur des sujets comme ça, c'est-à-dire que j'ai vraiment exprès dit, c'est la FEP qui a bloqué le Sound Climate en France. C'est pas telle ou telle entreprise. Et donc on a aujourd'hui une espèce de logique dichotomique ou post-pilatesque de beaucoup d'entreprises qui d'un côté financent des lobbies pour freiner toute régulation, mais de l'autre ont très bien compris que leur business est en train de changer radicalement et donc sont en train d'essayer de faire autrement à leur échelle et dans leur stratégie, d'autant plus qu'elles pensent que c'est un facteur déterminant de compétitivité. Et donc, ce qu'on n'arrive pas à voir, et ça c'était aussi très bien dit hier, c'est que par nature, pour être comment dire, efficace sur ces données, il faut collaborer. Et là, on a une espèce de choc culturel entre la logique de compétition entre les entreprises et de concurrence et le fait qu'il faudrait qu'elles travaillent ensemble au sein d'un même secteur pour avoir les mêmes types de référentiels, les mêmes types d'indicateurs, etc., etc. Et donc ça, Votre réponse, c'est en train quand Thierry, même de se mettre en place. ouais, sur Pardon. ce commentaire, votre avis? Je pourrais reprendre, je pense, mot pour mot Oui. ce que vient de dire Anne-Catherine. Euh, Collaboration, enfin, cette problématique de collaboration, elle est absolument vitale. On est devant un problème d'action collective, on le sait. Alors, c'est vrai au niveau international, mais c'est également vrai au sein de Oui. l'économie, enfin du monde économique. Euh, donc en théorie, il faudrait collaborer. J'ai presque envie de dire, tiens, tout d'un coup, tout le monde se met à collaborer, bah, comme les solutions techniques, on les connaît, et que bien sûr, personne n'a envie que tout s'écroule demain matin. Bah, ça y est, le problème est résolu. Sauf qu'on n'est pas dans un monde collaboratif, au cas où on l'aurait pas remarqué. Et donc, on a ce problème d'action collective, on a ce problème de passagers clandestins, ça c'est bonne vieille théorie des jeux. Et personne veut payer le billet de train et dit bah moi je vois pas pourquoi je paierais le billet de train si l'autre est monté dans le train sans payer. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Euh, pour reprendre la question d'Arnaud également, on a une question d'horizon temps. Parce qu'une fois qu'on a fait
je sais même pas si c'est de la rationalité, c'est de l'évidence c'est de l'évidence, mais le constat qu'il n'y aura pas de prospérité sans durabilité, voilà, cette phrase qui est d'une banalité affligeante, vous avez l'impression d'être révolutionnaire et martien quand vous le dites dans certains cercles. Dire bah oui, je me dites pas que je suis radical, je suis en train de vous dire que si le monde s'écroule, vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent. Et mais c'est incroyable hein, qu'on en soit à ce niveau de débat. Mais avec les responsables politiques de haut niveau, on en est à ce niveau de débat. Hein. Et moi, alors, Oui, pardon, ça c'est une anecdote. Je suis toujours frappé quand on est ouais, dans des petits cercles de gens qui réfléchissent. Il y a vraiment des débats qui sont de qualité. ouais. Franchement, et moi, ça m'arrive souvent de me dire, waouh, modestie, parce que qu'est-ce qu'il y a comme gens qui ont une réflexion d'une profondeur. Et puis tout d'un coup, on passe avec les dirigeants. Je suis assez dur avec eux en ce moment, hein, mais comment Ah, ne mais pas c'est l'être? vrai. Et en fait, le niveau du débat baisse de 10 crans, quoi. C'est Ouais. phénoménal. Donc on en est à leur dire, tiens, quand le monde sera écroulé, vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent. Waouh! Et ça, il faut en débattre et tout le monde n'est pas d'accord. Bon, voilà. Et ça, c'est une question d'horizon temps. Pour revenir à la question d'Arnaud. Euh, euh, si Ouais. j'investis dans le pétrole, le gaz et le charbon depuis 3 4 ans, j'étais extrêmement rentable. Si Ouais. j'investis et que je ne peux pas sortir à échéance de 50 ans, je fais exprès de prendre un horizon temps un petit peu éloigné, mais pas tant que ça, et ben voilà, actif et choubou et autres, je vais perdre ma mise. Donc voilà, comment est-ce qu'on réconcilie ces horizons temps? Et puis, ce que disait Anne-Catherine sur les lobbies et la différence entre les lobbies du business et les entreprises elles-mêmes est extrêmement intéressant et important. Euh, il faut voir, et ça explique tout, comment les lobbies sont rémunérés. Ouais. Ils sont rémunérés à l'économie d'argent, Oui. d'espèces sonnantes et trébuchantes qui sera Ils font réalisée faire. cette année Ouais. si une réglementation, cette année ou les années suivantes, si une réglementation n'est pas mise en place, parce que le but c'est d'être toujours contre, évidemment, et puis quand ils perdent le combat qui est, bon, ok, il va quand même y avoir une réglementation, généralement diluée, mais il va quand même y avoir, ils négocient pour avoir 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans de recul. Pourquoi? Bah, parce que leur rémunération, ça sera, ah bah, au moins on a gagné 3 ans, ces 3 ans il valent tant d'argent, et vous, vous avez X% de ce temps d'argent qu'on a économisé sur les 3 ans. Donc ça, c'est la réalité, avec un cynisme total qui est, moi, ce qui m'intéresse, c'est mon bonus de fin d'année, merci. Donc c'est comme ça que ça marche. Ouais. Donc voilà, faut comprendre tout ça pour savoir comment on s'insère là-dedans. Alors je peux Oui, vous mais dire, alors, et ça permet aussi de comprendre, pardon, mais les arguments rationnels, il faut continuer à le faire, et quelque part, c'est notre arme la plus forte, mais il faut lier ça à autre chose, parce que la rationalité ne suffira pas. très bien. Arnaud, d'autres, Oui, il alors nous reste un autre point qui une- transpire un dans autre les point. différents commentaires, c'est bah, vous vous adressez à des gens qui sont qui essayent en tout cas d'être des acteurs de la transformation de leur entreprise, de leur institution, de l'organisation. J'entends la réponse que vous avez fait, Thierry et Anne-Catherine, et j'y décèle plutôt une source d'espoir en se disant, bah, finalement, il y a l'agitation qu'on voit et puis ces confrontations un peu politiques, mais en sous-marin, les acteurs et les décideurs économiques des institutions financières commencent à comprendre véritablement la portée du sujet. De façon très ouverte, quel conseil, quelle piste de solution vous proposez aux gens qui vous écoutent, voilà, qui encaissent jour après jour ce climat extrêmement morose, mais qui veulent continuer à relever la tête? Ah, ça sera en même Alors, temps sous forme de conclusion. Oui, allez-y, c'est en intéressant. fait, moi, j'ai été très frappée par un livre qui vient de sortir qui s'appelle La kakistocratie. Et en fait, c'est écrit par une prof de management qui s'appelle Isabelle Braff, je pense. Et en fait, elle explique qu'on est à un moment de gouvernement par les incompétents, pour plein de raisons, et qu'on est passé, au lieu de passer de la phase managériale à la phase leadership, de j'ai une vision stratégique et qui est le plus durable possible, on se tape une étape où tous ceux qui n'ont rien dit ou qui avaient plus la parole parce qu'ils cochaient à peu près toutes les cases, et Thierry vient de le dire, hein, à l'heure actuelle, le niveau des dirigeants est pas optimum, on va dire. Sur un paquet de sujets, il y a un paquet de sujets sur lesquels leur culture générale est beaucoup trop faible. Et finalement, comment on prend une décision aujourd'hui et ben à l'aune de son corpus, j'allais dire corpus intellectuel. Donc, la source principale pour moi, elle est vraiment d'identifier
les points de blocage qui sont en général d'ordre, c'est-à-dire qui pilote la stratégie en fait. Et ça a été dit aussi dans la réunion dont je parlais hier soir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut vraiment qu'il y ait un travail de formation, sensibilisation, etc., à la fois du COMEX et du conseil d'administration, et que les verrous soient identifiés, et qu'effectivement, dans la gouvernance de base, qui consiste quand même à renouveler la gouvernance, ça soit pris en compte. Donc là où c'est compliqué, c'est qu'en fait, souvent, les gens qui sont en charge de la RSE sont des gens de reporting et pas des gens de stratégie. Donc c'est très compliqué d'avoir la légitimité nécessaire pour le Ouais. faire. Mais là, on parle de très grandes boîtes. Dans les boîtes plus petites, ça peut être beaucoup plus court que ça. Et il y a vraiment, alors par contre, il faut s'emparer des techniques et des stratégies politiques, c'est-à-dire de faire des deals, de faire des réseaux, de vraiment euh, travailler. En fait, mon propos du moment, c'est que je pense qu'on fait le deuil de cette période où, parce qu'on avait raison, on allait gagner. On a raison, ça c'est sûr. Mais on pourrait ne pas gagner parce que cette seule démonstration, c'est là où on est tout à fait en phase avec Thierry, ne suffit pas. Donc en fait, il faut utiliser les stratégies. Il faut utiliser les stratégies de lobbying, mais dans le bon sens, ce que font très bien les organisations type Reclaim Finance, par exemple, c'est-à-dire que ce mélange de je connais très bien les métiers dont je parle, et c'est le cas évidemment des gens qui sont en charge. Donc le fait de bien connaître les choses, c'est un élément de démonstration. Et je sais que dans un des événements écolearn auxquels j'ai participé, il y a une jeune femme qui est venue me voir en me disant, mais comment on fait? Moi, je me dis, mais partons du business plan. Et donc, la démonstration, elle est toujours de partir du business plan pour montrer tout ce qu'il n'y a pas dans le business plan et qui fait que si on ne les rentre pas sous quelque forme que ce soit, eh ben, le business plan, il ne sera pas réalisé. Et cette jeune femme a eu cette phrase terrible. Elle me dit il y a quelques mois, oui, mais nous, on n'a pas de business plan au-delà de 2026. Et Oh, ouais. donc, l'alerte rouge d'une entreprise visiblement assez grande, dont elle ne m'a pas dit le nom, qui n'a pas de business plan au-delà de 2026, et on est en 2024, là, c'est que bah, vous devez alerter, par exemple, les financiers. Parce qu'une boîte qui n'a pas de business plan au-delà de 2026, ça veut dire qu'elle ne va pas rembourser ses obligations, ça veut dire qu'elle va être dans une situation de faillite, comme beaucoup en ce moment. Et donc, on est sur quelque chose où le droit d'alerte sur l'insoutenabilité de certains modèles Mm. doit venir des équipes RSE. Mm. Et ça peut fonctionner vraiment parce que les gens qui sont en charge de la RSE, ils ont la connaissance de leur Alors, métier et de leurs activités, donc ils ont des arguments. ces propos sont très opérationnels et je te remercie infiniment. Thierry, à vous appartient le mot de conclusion avant qu'on ne clôt, puisque vers 12h15, nous arrêtons. Et je parlerai 2 secondes des livres. Est-ce que vous nous donnez un message un peu à la question d'Arnaud et comment on en sort? C'est votre synthèse. Franchement, peu de choses à ajouter, encore une fois, sur ce qui Oui, venait de dire, hein. Donc, je vais le redire plus brièvement et oui. de façon presque simpliste, mais euh, il faut faire. Donc, les gens qui sont dans les entreprises et qui font, bah oui, il faut faire. Euh, et puis, faire savoir qu'on fait. Euh, Parce que la même chose, la même action, la même parole donné par une entreprise ou et je travaille pour une ONG, par une ONG qui bien sûr par construction ne sait pas de quoi elle parle, ne connaît pas le monde réel, comme chacun sait, ça n'a pas le même impact sur nos dirigeants. Donc faire, connaissez la Mm, phrase de mm. Gramsci, le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Donc faire, c'est avoir l'optimisme de la volonté. Quand on Ouais, analyse ce qu'on a largement fait ce matin, ou un peu fait ce matin, on se dit ouh là là. Et puis après ça, ben, on se lève le matin puis on fait. Donc oui, il faut faire et faire savoir qu'on fait. Ça, c'est ouais. vraiment très très important. Et pour regénéraliser un tout petit peu, je vais vous poser une question en forme de conclusion. Est-ce que vous savez comment on dit climato-sceptique au Parlement européen aujourd'hui? On dit optimiste. Moi, Mhm. je suis optimiste. Donc plusieurs fois, donc c'est une façon de dire, ah mais vous êtes juste un oiseau de mauvais augure, alors que moi je suis optimiste. Tout va très bien, vous ne croyez pas en l'avenir. Donc Oui, c'est ça. et, C'est ça. et Oui, d'ailleurs oui, deux fois je crois dans notre échange de ce matin, on a pris l'expression ne pas désespérer Billancourt. Alors on voit bien oui. et je suis d'accord parce qu'il faut rester, il faut garder cet optimisme de la volonté C'est dont pas je parlais à faute. l'instant. Mais en même temps,
Voilà, Faut mobiliser. c'est terrible quand on Ouais, vient vous expliquer que quand vous appelez un chat et que vous dites ouh là là, pour reprendre ouais, le débat, Non, mais, fin du mois, la fin du monde est à la fin du mois, ah mais t'es pas optimiste, ouais. regardons les choses Alors, comme ça. merci mais beaucoup parce à que je tous les pense deux. que Thierry, peut-être Merci que à tous les juste deux. ce Euh, dernier mot de la fin, je un pense qu'il mot, faut pas deux. vraiment, non, il faut vraiment raconter une histoire, en fait. Oui, il Ouais, faut vraiment raconter une histoire. ok, Et elle est plutôt belle, le monde durable, il est désirable. Mais c'est ça qu'il faut raconter, en fait. Le absolument. Je crois que mécanisme de c'est. la peur fonctionne pas. Alors, je vous convie à aller chercher de la nourriture sur ce terrain de la désirabilité dans quelques ouvrages qui existent ici et là. Certains sont plus motivants et plus inspirants que d'autres, mais tous procèdent d'une réflexion qui rejoint nos motivations. Nous recevrons du reste le 20 décembre Julien Marchal qui vient de sortir à l'Aube un livre que j'ai trouvé très bien sur le nouveau contrat social qui permet d'avancer ça, car il y a une réflexion sur le contrat social, évidemment, derrière ça. Il y a fait écho au livre de Jean Viard sur ne tombons pas dans un individualisme écologique qui justement ne traiterait pas les notions collectives. Le travail très intéressant sur l'histoire du pétrole et le livre très pédagogique de Philippe Biwix que vous connaissez bien les uns les autres, la BD sur les ressources. Voilà, j'ai identifié cela. Ce sont des ouvrages qui montrent qu'il y a une recherche quand même de ligne d'horizon. Il y a une envie de dépasser les obstacles que nous affrontons et que nous connaissons. Merci à tous les deux de nous avoir aidés, et Arnaud et à tous les participants d'avoir aidé à analyser un peu ce qui se passe, à comprendre un peu mieux pour y trouver des sources un peu non pas d'optimisme, mais de volontarisme, puisque c'est vraiment notre conviction profonde. Il faut aller dans le bon sens. Donc, allons-y et merci encore une fois et au 20 décembre pour le prochain rendez-vous. Et je suis très reconnaissant de vos apports riches et parfaitement pertinents pour nous tous, Thierry, Anne-Catherine, et merci à tout le monde. À bientôt. Merci. Merci Merci. beaucoup. Au Merci revoir. beaucoup et bonne journée. Au revoir.